Et bonjour à tous, c'est Germain de Webex. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, pour le tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir ensemble des procédures de test pour optimiser les ventes. Euh, Donc en fait, je vais dire ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un peu ingrat. On n'aime pas faire ça, moi y compris. On déteste. Enfin, personnellement, j'aime pas forcément faire des tests, mais pourtant, c'est nécessaire. Euh, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tester la boutique PrestaShop. Euh, et en fait, pour voir justement si les comportements en place sont optimaux. Souvent, ce que moi j'entends des clients, enfin, ils disent pas, mais ils le pensent automatiquement, c'est euh, ma boutique elle est très bien, elle fonctionne. Voilà. On dit tous ça, même moi de mon propre shop, je dirais il est très bien, il fonctionne. Et la question que je vais vous poser, c'est quand c'est la dernière fois que vous avez testé votre boutique. Je dis pas utiliser, ça veut dire tester, faire un test un peu plus approfondi en se posant aussi quelques questions. Moi je peux vous répondre, hein, pour ma propre boutique euh, sur laquelle je vends des modules, ça fait un moment que j'ai pas retesté. Alors nouveau, tout dépend, on va dire, si c'est votre canal numéro 1 et que vous dites ok je fais pas forcément assez de ventes, etc., ou j'aimerais faire plus de ventes, ben euh, il faut se poser la question si justement tout est en ordre, si les processus sont rodés, si tout est clair pour l'optimiser. Donc il vous faut en fait des procédures internes. Ouais, ça fait un peu peur de dire comme ça. Procédures internes. J'allais dire ça fait un peu des grands groupes comme la Poste ou des assurances. Mais euh, il faut des procédures internes pour vérifier les comportements, savoir remettre en question ce qui est déjà en place et justement tester chaque zone du site e-commerce. En fait, idéalement, il faudrait prendre, je donne un exemple, mais 30 minutes par exemple dans une semaine pour tester, pour se dire, ok, est-ce que tout ce que j'ai mis en place, eh bien, est-ce que c'est opérationnel, fonctionnel, et est-ce que mes clients ne vont pas bloquer dessus? Et est-ce que moi, si j'arrive sur un site qui est présenté comme ça, avec cette interface, est-ce que ça me plaît? Essayez d'être objectif, ne dites pas que tout est génial. Si vous dites que tout est génial, il n'y aura rien à optimiser. Donc il faut accepter d'être autocritique. Des fois, personnellement, moi je regarde des fois certaines choses que j'ai mis en place, je me dis, ok, c'était bien quand je l'ai fait, j'étais content, mais aujourd'hui je me dis, ah, ça pourrait être fait mieux. Donc il faut aussi, l'autre point c'est d'éviter d'avoir justement la tête dans le guidon, comme on dit, et donc du coup de dire ok, j'essaye de me mettre un peu à l'extérieur et de voir ça dans sa globalité. Et si vous n'êtes pas capable vous avez trop la tête dans le guidon, vous n'arrivez pas à prendre du recul, alors demandez à des proches ou à des amis de venir sur votre site et de faire les tests avec vous. N'essayez pas de convaincre les gens que vous avez raison. Laissez-leur s'exprimer concernant votre boutique et accepter les critiques. Je sais que c'est difficile, ou des fois c'est dur de se dire ah ouais, j'ai pas envie de refaire cette partie-là parce qu'on avait passé du temps, etc. Mais c'est indispensable. Il faut essayer de remanier et remouler des fois les choses qu'on a déjà fait. Et c'est aussi d'avoir des visions un petit peu différentes parce que tout évolue, hein. Les visions que j'avais 6 mois en arrière sont plus les mêmes, des fois que celles que j'ai aujourd'hui. Voilà, je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire comme batterie de test. Go! Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà de se dire que il y a deux parties importantes sur le PrestaShop. Il y a la partie mécanisme, ça veut dire je fais ça, ok, vous voyez, ça déclenche une action, je clique sur ajouter au panier, ça déclenche une action. Pour moi, ça c'est le côté mécanisme. Je dirais le côté mécanisme, donc fonctionnel, et le côté, on va dire, interface. Donc résolution, ça veut dire, ok,
super, mon mécanisme il fonctionne, mais quand les résolutions sont pas pareilles, est-ce que c'est bloquant ou pas? Donc je dirais qu'il y a ces deux éléments là qui sont, moi je dirais le côté mécanisme, donc mécanisme mécanique, donc que la procédure technique fonctionne. Après il y a l'autre côté, c'est est-ce que sur le plan pratique, en fonction de la résolution, est-ce que on peut dire que c'est opérationnel, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quand même quelques statistiques avant de faire notre check. On va aller sur StatCounter. Donc StatCounter qui regroupe, alors c'est vraiment un site intéressant, hein, si vous ne connaissez pas, il y a plein de statistiques sur différentes choses au niveau de la navigation internet, concernant justement les résolutions des écrans, le mobile, VS tablette, VS desktop, etc. Vous pouvez justement faire, il y a plein de comparaisons qu'on peut voir. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est justement, ici c'est la comparaison des, ce qu'ils nous disent, oui, ça c'est dans le monde, hein, donc c'est la comparaison des supports. Donc on voit qu'on a 55, je regarde juste ce que je suis en train de vous dire. Là c'est pour quel pays? Est-ce que c'est mentionné? Est-ce que c'est pour le monde? Là j'ai pas cliqué sur une option, mais ce qu'on voit ici c'est, ah ouais, bah si, c'est pour le monde on dirait. 54% de mobile, 42% ordinateur, 2% de tablettes. Les tablettes ont complètement disparu presque. Je pense que le mobile est tellement pratique et a occulté la tablette. Je vais prendre l'Europe pour voir si c'est toujours pareil. Ouais, regardez, à l'échelle mondiale, vous voyez là c'est... À l'échelle mondiale c'est 54% mobile, à l'échelle européenne 51%. C'est possible que des fois dans certaines zones, le mobile est moins utilisé, enfin, moins ou plus utilisé. Surtout dans la partie, on va dire, Afrique, etc. Par exemple, le mobile c'est quasiment full mobile. Vous voyez ici, là j'ai pris pour la Suisse par exemple, ben, on voit on est moins mobile qu'à l'échelle mondiale. Mais en fait on voit quand même clairement que, allez je vulgarise, mais un utilisateur sur deux est en mobile. Et la tablette, elle est là, mais devenue minoritaire. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui si on doit se préoccuper d'un cas, c'est ordinateur, format ordinateur et mobile. Je vais prendre une autre statistique ici qui m'intéresse, c'est la résolution des écrans. Si je regarde les résolutions des écrans, on voit que bah là, vous voyez, je suis sur un écran 1920 par 1080. Donc 1920 par 1080. Et ça correspond à 12% des 12% des systèmes qui naviguent sur internet. Donc 12%, si on regarde, en fait c'est une des parties dominantes. Et si on regarde le reste, ce qu'on peut dire, hein, c'est surtout pour ça, on va dire ici on voit qu'au niveau de en termes de supériorité à 1000 pixels, on a 1, 2, 3, donc ça veut dire on a environ j'ai fait un petit calcul de tête, 25% des résolutions qui sont supérieures à 1200 pixels, donc on va dire des formats ordinateurs. Et on voit, si on regarde la partie mobile, on voit qu'il y a une résolution aussi dominante qui est le 360, voire justement ici 414. Ok, ça nous donne juste des petites informations déjà sur les résolutions. Ça permet, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas pouvoir optimiser toutes les résolutions, donc il va falloir aussi mettre en place des règles pour donner des priorités. L'erreur la plus fréquente, je pense, aujourd'hui sur des PrestaShop, c'est de ne pas assez tester sur mobile. Parce que le marchand, lui, souvent il travaille justement sur... enfin, l'e-commerçant, lui, travaille sur un ordinateur. Et il a tendance à tester sur le format ordinateur en priorité. Alors qu'en fait, dans bien des activités, le mobile est même dominant. Donc en fait, le marchand teste sur, on va dire, un support minoritaire. Donc pour faire nos batteries de test, qu'est-ce qu'il faut déjà? Il faut accepter de se laisser poser des questions. Se laisser poser des questions pour bien évoluer. Parce que sinon,
si on se dit ok, on a fait comme ça et on peut pas remettre en question, bah, ça va être compliqué d'avancer. Donc idéalement, ça veut dire que ce que vous devriez faire, il faut déjà définir un scénario. Ça veut dire que ça voudrait dire ok, vous allez devoir définir des choses que vous devez faire pour votre batterie de test. Parce qu'il faut vous assurer que ça soit fonctionnel, donc sur la partie technique, et on va dire que sur la partie ergonomique, que ça soit justement pratique. Donc, là, je vais peut-être juste prendre un petit truc que j'ai fait comme ça. J'ai juste copié-collé, je vais vous éviter de retaper, ressaisir ce que j'avais mis. Je prends directement dans mes notes, j'avais mis par exemple, ouais, alors j'ai mis ça. J'avais mis comme ça par exemple, naviguer dans les catégories, tester le filtre, faire une recherche, ajouter un article au panier, créer un compte client, observer la boîte mail et les mails reçus, transporteur ok, est-ce que le logo il est affiché, l'ordre des méthodes de paiement, basculer dans mon compte et voir si tout est en ordre. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus précisément si je suis donc en train de faire le test. Donc imaginons, quand je suis en train de faire ça, je peux déjà me poser certaines questions. Donc on a dit tout à l'heure, on se laisse poser des questions. Regardez, je viens avec le curseur ici, j'ai un élément aperçu rapide, on peut se dire ok mais ça c'est normal ça? Ok, aperçu rapide j'aime pas trop, ou peut-être ça c'est pas indispensable. Alors ce que vous pouvez faire c'est écrire bon, ok, à voir, vous faites une petite note, à voir, vous mettez enlever aperçu rapide. Parce que peut-être vous savez pas comment le faire, donc en tout cas au moins prendre note sur des éléments qui coincent. On va mettre par exemple potentiellement optimisable, et puis on va prendre notre note, c'est à revoir, voilà. Comme ça je peux quand même prendre des notes sur ce que je fais. Ok, je vais sur l'article, ok, parfait. Alors vous voyez, quand je vais même sur la fiche produit, on peut se poser des questions, on peut se dire ok, la fiche produit, bon bah, est-ce que tout a l'air d'être clair, ouais, est-ce que ça c'est juste, est-ce que ces informations là sont intéressantes, est-ce que afficher commentaire à 0 ici, est-ce que c'est correct ça, hein, est-ce que c'est vraiment intéressant, pas sûr, peut-être que ça ferait que j'enlève, voyez, je sais pas, alors je vais prendre note, je vais mettre enlever les commentaires. D'ailleurs à ce sujet, vous pouvez regarder, il y a oh là là, désactive tout. Vous pouvez regarder la méthode désactive tout que j'avais présentée. C'est une méthode assez pratique pour justement aussi limiter tous ces problèmes. Vous allez voir, ça permet de désactiver tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc en désactivant des éléments qu'on n'a pas besoin, on optimise grandement le PrestaShop. Voilà. Bon, je fais ajouter au panier, ok. Voilà. Là, encore une fois, allez, je vous montre juste quand même sur le principe parce que je voulais pas vous montrer ça tout de suite, mais quand on bascule sur l'interface mobile, donc ça c'est important, hein, c'est quelque chose que je voulais faire. Donc quand vous appuyez sur la touche F12 de votre clavier, vous avez, si vous êtes, il faut aller dans Google, la console Google Chrome, hein, il faut aller donc dans Google Chrome pour faire ça. Hein. Appuyez sur la touche F12 de votre clavier, vous allez ensuite, il y a une console qui s'ouvre, vous cliquez sur le petit bouton ici et vous choisissez le support concerné. Je vais juste vous montrer. Vous voyez, quand on fait ajouter au panier, vous voyez, regardez sur mobile ici, le résultat est discutable parce qu'on voit que c'est beaucoup trop gros, il faut en plus scroller pour aller voir sur le bouton commander. Vous voyez, c'est optimisable. Hein. Donc là, j'avais fait un petit tuto aussi, hein, compacter le panier, je crois, j'avais dit ça. Alors là, il faut croire que j'ai mis un mauvais titre à ma page. Optimiser panier sur mobile, peut-être. Le panier compact, ah, ça doit être lui. Donc vous pouvez par exemple compacter votre panier
et le simplifier pour que sur mobile il soit beaucoup plus impactant. Mais là c'était juste en passant, hein. Donc là je vais me contenter de rester sur mon format ordinateur. Donc je me dis ok, jusqu'ici c'est bon. Ok, j'ai ajouté mes articles au panier. Bon, dans mon scénario j'avais défini est-ce que je l'ai toujours là mon scénario? Allez, je le mets juste là. On va dire que c'est comme ça. On va définir, on va naviguer dans les catégories. Ok, je vais les faire. Je vais aller voir dans les catégories. Donc ça, le scénario, ça, on pourrait créer de votre côté en fonction justement de votre site et puis de vos exigences. Si vous avez des fonctions métiers dessus, etc., il faudra peut-être tester les fonctions métiers. Donc je teste aussi les filtres, je navigue. Ok, est-ce que... Je me pose la question en même temps, est-ce que les filtres, oui, ça a l'air d'être normal. Ok, est-ce que c'est normal d'avoir des filtres quand on n'a que deux produits? Pas vraiment. Vous voyez? Question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est bien d'afficher entre parenthèses le nombre d'articles quand on a un petit volume? Des fois ça rassure pas, peut-être des fois c'est mieux de pas mettre. De mettre juste le filtrage. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces propriétés? Est-ce qu'on a besoin de filtres par catégorie alors qu'il est déjà ici? Vous voyez? C'est tous les éléments qu'on peut se poser des questions. En tout cas ici on peut se dire ok, ça a l'air de fonctionner. Bon, la recherche, on va faire un petit test de recherche, on se dit ok, pull. Déjà on peut se dire ok, est-ce que la suggestion ici, ce qu'il nous propose, accessoires, ok, ça a l'air de fonctionner la recherche. Si je fais enter, ça fonctionne aussi, oui, ça fonctionne. Ok. Vous voyez, en fait, c'est juste s'assurer ça. Parce que des fois, imaginez, la recherche ne fonctionne pas. Combien de fois ça arrive? C'est quelque chose d'assez fréquent. En fait, en PrestaShop, il faut toujours avoir un peu l'œil dessus. Parce que voilà, il peut toujours avoir des surprises. Donc du coup, c'est important de tester. Surtout en plus si c'est le cœur de votre activité. Hein, donc ça, c'est important. Ou que ça va devenir le cœur de votre activité. Donc j'ai ajouté mon article au panier, tout ça, donc ça on a fait. Maintenant on va se dire, ok, on va commander. Donc ici aussi, le truc c'est penser à créer un nouveau compte. N'utilisez pas toujours le compte que vous avez l'habitude d'utiliser, vous vous connectez, vous faites une commande. Créez le compte depuis zéro, parce que vous allez voir des choses que des fois vous n'avez pas l'habitude de voir. Regardons, ici je me dis, bon ok, je m'inscris, ok. Alors je m'interroge, hein, là c'est... Seules les lettres et le point suivi d'un espace sont autorisés. Mais moi, vous voyez, quand je lis tout ça, je me dis, mais ça me prête presque à confusion, quoi. Pourquoi on me dit tout ça? Je me dis, je vais juste mettre mon prénom et mon nom. Et au pire, s'il y a une erreur, ben, on affichera une erreur. Alors, je vais prendre un email jetable. Ouais, je prends le web Yopmail. @yopmail.com, on va faire comme ça. Je mets un mot de passe, ok. Là aussi on peut s'interroger, est-ce que ça vaut la peine de demander la date de naissance à la personne? Nouveau, hein, là je vais peut-être pas le faire partout, etc. Mais vous de votre côté, vous complétez, se dire ok, est-ce que c'est un élément potentiellement optimisable ou vraiment à revoir? Vous faites le tri et vous le séparez par exemple en deux. Ok. Là je ne vais pas faire ça sur chacun des points, parce que vous avez compris le principe. Donc justement, date de naissance, on peut se dire ouais non, ça peut-être pas besoin, il faudrait peut-être que je l'enlève. Recevoir les offres de partenaires. Alors justement ça, typiquement, si jamais, hein, donc vous le faites, hein, tout ce qui est activer la date de naissance, ça vous pouvez désactiver ici. Avec les offres partenaires aussi, vous pouvez désactiver. Voilà. Recevoir la newsletter, ok, bon, j'accepte les conditions générales, la politique de confidentialité. Ah, je ne sais pas si cette case est obligatoire. Est-ce qu'on peut la désactiver? Je vais juste quand même contrôler, je suis pas certain de ça. Je sais plus s'il y avait un module qui fait directement en fait RGPD ou un truc sur la loi européenne. Je crois que c'est, je suis pas sûr que c'est lui, mais écoutez, je le désactive. Non, mais ces modules de RGPD, c'est vraiment contre-intuitif, ça crée la confusion.
Ah, vous voyez, il est parti le truc là. Ouais, il est parti, et j'aime mieux sans ça. Alors après, c'est à vous de voir, hein, ça dépendra de votre pays, et puis de la législation, etc. Moi je dois dire que parmi tous les sites e-commerce que je vois, il y en a beaucoup qui... voilà. Les RGPD c'est vraiment un concept de surface, j'allais dire, parce que finalement, des fois c'est freinant, ça prête la confusion. J'ai presque envie de dire c'est une mode, même si on dit c'est la loi, etc. Je suis très très mitigé par rapport à ça. Des fois j'aime bien mettre du RGPD juste dans les conditions générales et pas le mettre trop sur l'interface, mais là il y a une question de loi, etc. Donc là je laisserai la liberté à chacun de trancher là-dessus. Ok. Mais bon, je vais aller plus loin, hein, mais vous voyez, en fait, on se pose des questions. Ici, vous voyez, la même chose. Regardez ici, alias. Premier élément qu'on met dans l'adresse, ici, alias. Alias optionnel. Pourquoi on montre le premier champ qui est optionnel, quoi? Pour moi, c'est pas clair, ça. Juste regarder un élément ici dans... Est-ce qu'on pourrait masquer? Alors là, je ne vais pas vous donner le code exact, etc. pour gérer ça, mais en gros on pourrait se dire ok, est-ce que alias il serait pas bien de masquer, donc nous vous ajoutez dans votre liste, etc., éléments potentiellement optimisables, alias à masquer, société, numéro de TVA, adresse, complément d'adresse. Bon, nouveau, hein, après on peut se dire un complément d'adresse, il n'y a pas besoin, on enlève. À quoi mettre un complément d'adresse? Vous voyez, ça peut, l'utilisateur va se dire ah c'est peut-être plus long à remplir, etc. Voilà, peut-être pas besoin. Bon, ah oui, peut-être qu'il faut que je mette quand même les données. Alors, je vais le mettre. Hein. Voilà. Ici, on a la livraison. On peut aussi se poser la question, c'est bon, bah, est-ce que tout est clair? On peut mettre aussi le logo. Là, le logo, il apparaît pas, mais normalement, il est censé avoir un logo. Donc, s'il y en a un, le logo, c'est toujours rassurant. Donc, n'oubliez pas de mettre un logo sur le transporteur. Ok. On choisit la méthode de paiement. Nouveau ici, dans la méthode de paiement, bah, des fois, on peut afficher le logo. Si on arrive à l'afficher, c'est pas mal. Et il y a aussi l'ordre des méthodes de paiement. Moi je conseille de mettre toujours par exemple la première méthode la plus importante au sommet, et pour ça en fait vous pouvez faire comme ça, si vous allez dans les apparences, position, affiche les points d'accroche invisibles, et puis là c'est comment il s'appelle, display payment option, c'est ça. Vous voyez, ici on a chèque, puis on a transfert bancaire. Imaginons je prends le transfert bancaire, je vais le mettre avant, je fais comme ça, et après ici ça intervertit. Voilà, j'ai compris les conditions générales et je commande. Ok, j'ai mon récapitulatif, super. On peut se poser aussi la question si à la page justement de confirmation, est-ce que c'est bien de montrer ça encore produit populaire? Je sais pas si j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que ça vient faire ça là? Et même je me dis peut-être que même tout ça, vous voyez, il n'y aurait peut-être pas besoin. On pourrait dire ok, non, on a ni besoin de ça ni de tout ça, quoi. On a la page de confirmation, voilà, ça serait suffisant. On n'a pas besoin de montrer tout ce qu'on vient de voir. Regardez, moi je préfère voir ça que voir peut-être tout ça. Vous voyez, il y a une notion de simplification. C'est pas parce que c'est mis dans le système qu'il faut que ça soit comme ça. Et, des fois, plus c'est simple, plus c'est apprécié. Après aussi, vous pouvez vous poser des questions ici dans le compte du client. Il y a des endroits peut-être où vous allez moins souvent, hein, donc comme la partie avoir qui est complètement, on va dire, inutilisée dans PrestaShop, donc c'est peut-être un élément à masquer. Ou justement bah, dans la partie historique des commandes, vous voyez, il y a des choses que vous pouvez simplifier. Par exemple, ici, regardez. Bon, déjà, voir si détail fonctionne, si ça s'ouvre, si les informations là-dedans, c'est cohérent, si le formulaire est bien présenté, parce que des fois, dans certains templates, on a le bouton, il est n'importe où, ou ce genre de choses. Donc, voir un peu si ça a l'air d'être cohérent. Après, je chipote, mais par exemple, moi, j'aime bien quand il y a les deux points entre, par exemple, ici, transporteur, et moyen de paiement, etc. Mais peut-être qu'après vous pouvez dire bon bah ça c'est il y a l'info ici, pourquoi il y a à nouveau ça ici, quoi, parce que c'est peut-être le numéro de suivi, c'est peut-être pour ça. Mais voilà, il y a des moyens, il y a moyen on va dire de simplifier. Après il y a des choses aussi comme vous regardez les boutons ici, détail, commander à nouveau,
on peut se dire mais pourquoi il y a commandé à nouveau? Bah on va peut-être désactiver ça. Donc on va dans paramètres de la boutique, commande. Puis on dit ici désactiver l'option commander à nouveau, mais oui. Voilà. Vous voyez, on allège le système, on laisse vraiment que ce qu'on a besoin. Alors des fois c'est possible de faire du back-office, puis des fois bah, si on peut pas, on est obligé d'aller dans le code, quoi. Vous devez aussi vous poser des questions sur les mails transmis ben là, je suis pas sûr que le mail il est envoyé parce que je crois que la configuration SMTP n'est pas opérationnelle ici. Non, c'est pas grave. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez contrôler les mails qui sont transmis au client. Ça veut dire que quand vous avez créé votre nouveau compte, regardez les mails reçus et regardez s'ils sont cohérents. Si vous avez plusieurs langues, faites-le aussi peut-être dans les quelques langues pour vérifier que tout fonctionne. Vous allez me dire, mais Germain, je vais y passer la semaine. Alors peut-être que justement, peut-être que ça vous prendra une heure, hein, 1 heure par semaine. Mais je pense que si c'est votre pilier d'activité et qu'il est pilier d'activité principal, c'est quand même important de passer du temps. Parce qu'imaginez même vous faites de la pub, etc. sur votre site, et il y a des comportements qui ne sont pas optimisés, bah vous perdez potentiellement des clients ou des commandes. Donc acceptez de vous reposer des questions. Je parlais des mails hein, tout à l'heure. Là, le mail n'a pas été transféré, mais regardez par exemple, déjà dans paramètres de la boutique client, ici vous avez par exemple envoyé un email après la création du compte. Ici c'est mis à oui. C'est-à-dire que la personne s'inscrit, reçoit un mail. Posez-vous la question, c'est est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'envoyer un mail après la création du compte? Et les clients qui reçoivent plein de mails, peut-être que c'est pas indispensable. Hein, il fait juste de créer son compte et puis voilà. Donc c'est des petites choses, mais qui valent la peine de se préoccuper. Je passe à la suite. Oui, donc sur mobile, même concept, ça veut dire que si vous avez fait ça une fois que vous avez fait le processus sur ordinateur, refaites-le sur mobile. Et je sais hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pénible. Il n'y a pas de secret. Donc j'appuie sur la touche F12. Hop, je bascule. Là, on va pas refaire tout le test, hein, donc sur mobile, mais on va juste sensibiliser à quelques petits points, juste pour vous montrer le concept. Je vais juste regarder sur mobile, hein, je vais regarder sur le stat counter dans les résolutions sur mobile. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par résolution sur mobile? Regardez, si on regarde un petit peu, on s'aperçoit que 360, 360, 360, 360. Donc, en fait, une des résolutions majoritaires est le 360. Personnellement, moi ce que je fais c'est je sais que les gens sont quand même attachés aux iPhones, etc. Donc il doit y avoir aussi quand même du 320. Et bizarrement, j'ai l'impression que ça démystifie ma pensée ici. 320 serait de moins en moins utilisé. Mais est-ce que c'est partout ça? Est-ce que... Ouais, 360 est en train de vraiment de prendre le dessus. Parce que 360, ici si on regarde, moi j'ai créé une résolution 360, c'est pour le Huawei. Parce que moi j'ai un Huawei. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même une différence entre le 360 et le 320. Voilà. Personnellement, je teste toujours en 320 et en 360 de largeur. Mais là, c'est vrai qu'il faudrait que je teste aussi avec mon ancien iPhone 7 ou 6 là, pour voir si la résolution elle est bien de 360 ou de 320 dans la navigation. Parce qu'il me semble qu'il y a quand même beaucoup d'anciens iPhones en circulation. Ok, regardez la différence. Regardez la différence entre... Là, je suis sur format ordinateur, ok. Je suis sur mobile. Juste aller hop. Regardez, alors, vous voyez là c'est typique. Hein. Sur mon Huawei, j'ai mon slider qui s'affiche, apparemment. Sur mon iPhone, non. Imaginez, moi, je sais pas, vous avez une partie des gens, ils viennent dessus, ils disent ok, je vois tout de suite une boîte recherchée, produits populaires. Est-ce que c'est représentatif de ce que vous voulez montrer à vos clients? Ça se pose la question si c'est vraiment bien, quoi.
Alors vous connaissez votre site, etc., savez exactement de quoi il en retourne, mais pour quelqu'un qui découvre votre site, est-ce que vous pensez que c'est la bonne approche? Donc du coup, justement, ici, la question à se poser, c'est où il est le slider? Pourquoi il s'affiche pas? Ça serait bien qu'il s'affiche, ok? Après, on peut se dire, bon, ben, les catégories, à quel bouton il marche, ok, c'est bien, il s'ouvre, il se ferme. La recherche, est-ce qu'elle est fonctionnelle, etc. Et on refait le processus, etc. Et là, en fait, justement, comme on disait tout à l'heure, dans la notion de création de compte client, quand on crée un compte client, là, vous voyez, plus le formulaire est court, etc., plus c'est agréable. Quand on voit ces gros pavés de texte, on commence à se dire, oh là là, on sait pas si, j'allais dire, on est... j'allais dire, on sait pas si on est aux poursuites, là, avec tout ce texte. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Simplifier, simplifier au maximum, quoi. S'il doit mettre 5 cases, qu'il accepte les conditions pour faire un achat, ça fait un peu peur. Hein. Ok, et comme je disais tout à l'heure, vous voyez, une fois que si vous faites votre commande, tout ça, vous voyez, quand on fait ajouter au panier, boum, vous voyez, ça serait tellement mieux si le bouton il est dans l'interface. Là, on doit descendre, on doit cliquer dessus, puis le bouton il est un peu décalé. Mais je sais qu'on peut pas tout faire, donc forcément, mais c'est des questions à se poser. Et aussi tester sur un vrai mobile, hein. Ouais, là je vous en demande beaucoup, mais des fois le simulateur et le mobile ont des différences, donc ça vaut la peine aussi de tester avec un vrai mobile. Des fois la vitesse du réseau est pas la même et tout ça, donc voilà. Sur la, donc je dirais voilà, ce que tout est dit pour ça. Donc résolution 320 et 360 de large. Au niveau des tablettes, j'ai jeté un coup d'œil sur les tablettes. Mais en fait, les tablettes, on a vu avant, c'était que quelques pourcents. Je dois dire que pour les tablettes, qu'est-ce que moi je fais habituellement? C'est ouais, bah ça fait exactement hein, ce que je fais là habituellement. C'est vrai que c'est soit 768, donc c'est la tablette à la verticale, 42%, donc la plupart. Moi je teste 42, enfin 768 et 1024 de largeur. Ça veut dire que ici je prends toujours l'iPad parce que pour moi l'iPad c'est un peu la référence des tablettes, même s'il y a énormément d'autres tablettes hein, actuellement. J'aime bien tester justement en 768 par 1024 et en 1024 par 768. Je trouve que tester ces deux combinaisons là donne déjà un bon panel de compatibilité. On peut pas tester toutes les résolutions, donc on est obligé de donner vraiment des priorités. Voilà, donc nouveau c'est le même scénario. Est-ce que les cas les plus fréquents je vois ici on n'a pas, mais des fois c'est agaçant parce que vous voyez sur tablette vous avez le menu, imaginez, hein, là tout passe sur une ligne, vous mettez sur la tablette verticale, vous avez le menu qui passe sur deux lignes. La question peut se poser c'est pourquoi ça passe sur deux lignes. Idéalement il faudrait pouvoir compacter et faire passer l'ensemble sur une ligne. Donc on peut le faire en réduisant la police du menu ou ce genre de choses. Mais ça demande de se poser ces différentes questions. Pour la langue, si vous avez plusieurs langues d'interface aussi, là ça joue un rôle. Parce qu'imaginez, vous êtes en français ou en allemand ou en italien ou en autre langue, la longueur des caractères, la longueur des mots n'est pas la même. Donc au niveau du menu, ça a une influence aussi. Vous voyez, si vous avez l'allemand, des fois c'est des noms à rallonge, et donc du coup, quand vous basculez dans les différentes résolutions verticales, horizontales, la largeur ne sera pas la même qu'en français. Donc, privilégiez bien sûr la langue de base la plus utilisée par les utilisateurs, et pour les langues secondaires, faites quand même quelques tests pour que l'interface soit quand même le plus agréable possible. Si vous n'arrivez pas à être objectif concernant ces optimisations, je demandez à des proches, regardez leur comportement, faites-leur tester sur un ordinateur, sur un mobile, regardez comme ils utilisent. Ne leur dites pas ne fais pas comme ça, je te montre, mais observez justement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc quand vous avez fait ça, il y a peut-être des points justement que vous pouvez optimiser vous en désactivant des modules, en masquant des éléments aussi, en faisant du display none webax. Est-ce que j'avais fait ça? C'est encore ce fameux module désactive tout. Ouais, je crois que c'est... Vous pouvez vous référer de nouveau à celui-là. Le display none permet de masquer les éléments de l'interface et donc ça permet de gagner du temps. Donc après pour les éléments que vous n'arrivez pas à faire vous-même, moi j'ai envie de dire franchement vous faites une liste de tout ce que vous n'arrivez pas à faire, vous allez sur coder.com. Pourquoi je vous dis coder.com?
parce que concrètement, c'est là où vous allez trouver des prestations, on va dire, je pense, les moins chères, à mon avis. Vous mettez une liste, vous faites, après il y a des personnes qui vont soumettre, et vous allez pouvoir choisir celui qui correspond. Justement, ça correspond bien, ce système, si vous avez des petits budgets, etc. Vous dites, ok, ben ce mois-ci, je fais 3-4 changements, voilà, je demande à quelqu'un de le faire, ok, ça me coûte tant, je le fais, et le mois prochain, vous continuez à faire ça, petit à petit, pour améliorer votre boutique. Moi, je trouve que c'est un modèle intéressant, mais pour le début, il faut essayer de limiter des fois les coûts, donc en passant par des plateformes comme ça, vous réduisez les coûts. Voilà. Et puis bien sûr, planifier dans votre agenda Google. Il faut justement planifier ça, donc n'oubliez pas de mettre dans votre agenda une tâche récurrente chaque semaine, pardon, pour refaire un test de votre boutique PrestaShop. Enfin, chaque semaine, peut-être chaque 2 semaines, hein, peut-être, donc chaque 14 jours, pour justement continuer à optimiser à tester votre boutique pour s'assurer qu'elle fonctionne. Il faut mettre dans l'agenda, moi je suis jamais été un grand fan des agendas, mais je dois avouer que le fait de répéter des choses en boucle pour finir, c'est vraiment efficace, quoi. Et ça évite qu'on oublie, etc. Parce que ça évite aussi le scénario de on va faire quand on a le temps, et la réponse est on n'a jamais le temps. Donc je vous invite à noter dans l'agenda et à faire une tâche récurrente pour justement faire ces différents tests. Définissez bien sûr un scénario acceptable, un site parfait n'existe pas, même si c'est des produits web, personnellement y compris, hein, donc je ne fais pas la perfection, impossible, il y a trop de critères on peut améliorer un site, on peut se rapprocher d'une expérience optimale, mais il n'y a pas de perfection, donc ne soyez pas trop dur avec vous, optimisez petit à petit votre site, et écoutez les remarques de vos clients, écoutez leurs retours, et je pense que vous allez aller dans le bon sens. Je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à WebAx dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et puis sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous, bonne optimisation à tous, et à la semaine prochaine.